Bonsoir à tous. Alors ce soir on va parler de One, qui est une organisation dont je viens d'apprendre l'existence, et à partir de ce One, de cette campagne de vaccination universelle, eh bien on va aller peu à peu vers la question de l'unité du projet humain, voir tout ce qui se présente aujourd'hui, toutes les tentatives de récupération, tous les projets qui se télescopent dans cette période qui peut sembler assez décisive dans l'histoire de l'humanité, même s'il y en a eu d'autres avant. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de conditions, qu'elles soient démographiques, économiques ou autres, et je pense en particulier bien sûr à l'environnement, qui font que des choses importantes sont en train de se jouer. Je me présente rapidement, désolé pour ceux qui connaissent déjà mes vidéos, mais c'est juste pour expliquer d'où vient ma parole, parce qu'on pose souvent la question de la légitimité. Donc j'ai un parcours de prof avec un CAPES d'italien à 21 ans, donc c'est assez jeune, hein, j'ai pas perdu de temps. J'ai démissionné de l'éducation nationale en 2001 pour ne plus toucher d'argent d'une structure que je ne cautionnais pas parce qu'elle n'apporte pas la connaissance et la liberté aux jeunes pour bâtir un nouveau monde. J'ai travaillé des années comme guide de voyage sur plusieurs continents, Inde, Proche-Orient, Europe, Amérique centrale. J'ai fait du journalisme pour des revues nationales ou étrangères. Je suis franco-italien. Je pense que ça joue un rôle aussi dans mon ouverture sur les autres cultures. J'enseigne la civilisation indienne depuis plusieurs années dans des universités populaires de la région de Grenoble. J'ai publié pas mal de livres qui sont aujourd'hui disponibles dans les bibliothèques des plus grandes universités du monde comme Stanford, Harvard, la Public Library, la Library of Congress de Washington, en Suisse, en France, etc. Et donc j'ai décidé vraiment, à partir du début de la crise du coronavirus, de parler de plus en plus, pas uniquement à travers les nombreux livres que j'ai publiés et dont je montre quelques exemplaires là, mais à travers une prise de parole directe par rapport au contexte dans lequel on est et qui est important. Alors, donc, ce matin, je reçois un mail de One, c'est même arrivé à 7h30 du matin, et ce mail est intitulé One. C'est la première fois que je reçois un mail de cette ONG, entre guillemets, cet organisme. Et en fait, c'est des mails que normalement devrait recevoir mon frère, mais qui m'arrivent à moi, je leur ai signalé, mais bon, voilà. Alors, si la pandémie mondiale du Covid-19 nécessite une réponse mondiale, il est également crucial de continuer à prévenir d'autres épidémies, telles que la rougeole ou la polio, par la vaccination de la routine. Partout dans le monde, des professionnels de la santé s'aventurent quotidiennement pour livrer des vaccins vitaux dans certains des endroits les plus reculés. Mettez-vous à la place de ces professionnels de la santé et découvrez comment vacciner les populations des pays les plus pauvres. Et donc là, sur l'écran, je choisis mon personnage. Il y a une jeune femme noire et puis un jeune homme noir. Donc je clique par exemple sur le jeune homme. Et je tombe sur une page en quête du vaccin. Alors parce qu'on est dans la semaine de la vaccination, nous sommes le 30 avril 2020, serez-vous prêt à relever le défi et livrer les vaccins vitaux aux communautés les plus récentes? Et pas femme des jeux, point d'interrogation, vous pouvez agir pour favoriser l'accès aux vaccins vitaux au plus grand nombre en signant notre pétition. Envoyez un message fort aux décideurs politiques en leur demandant de financer Gavi, l'alliance du vaccin. Et la Gavi, évidemment, c'est Bill Gates qui est derrière, le siège, un des sièges est à Genève. Voilà. Et donc je fais, c'est parti.
Et donc Vaccinator Quest, hein, ça fait un peu Terminator, Vaccinator Quest. Ça met un peu de temps à se charger. Alors, en attendant que ça charge, j'ai fait, évidemment, About One. Je suis allé voir un petit peu de quoi il s'agissait. Eh bien, c'est un mouvement global qui fait la campagne pour mettre fin à l'extrême pauvreté et aux maladies qui sont évitables pour l'horizon 2030. Donc, vous voyez, il y a quelque chose d'extrêmement ambitieux, éradiquer la pauvreté et cette malédiction des grandes maladies du monde. Alors, je passe sur le site français qui dit One Action est une organisation apolitique régie par l'article 501 du Code fiscal des États-Unis qui appelle les législateurs, par contre, à soutenir des politiques et des programmes intelligents et efficaces pour sauver des vies, éduquer les enfants et aider ceux qui vivent dans les pays les plus pauvres du monde à sortir de la pauvreté. Donc appeler les législateurs, évidemment, dans l'intérêt des personnes qui sont apparemment concernées par ces problèmes-là, mais aussi des personnes qui financent One. Et donc là, dans les donateurs, je suis toujours sur la page du site, on a parmi des gens assez connus, on a la Bank of America, hein, qui est une banque issue de Rockefeller. On a Bloomberg Philanthropies. Bloomberg, c'est avec sa revue, c'est un des grands financeurs du capitalisme mondial. Cargill, qui est le grand semencier qui, avec Monsanto, vise un contrôle total des semences dans le monde, et pas pour des fins philanthropiques. Caterpillar, on a Coca-Cola, on a Google, on a Lego Foundation, Open Society, Rockefeller Foundation, et évidemment on a la Bill et Melinda Gates Foundation entre la Bank of America et Bloomberg Philanthropy. Et puis on a aussi malheureusement, on a Bono, le chanteur de U2, hein, qui avait aussi lancé cette campagne dans les années 2000 pour mettre fin à la pauvreté. Bon, et les agences, eh bien, il y en a à différents endroits, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, Canada, Allemagne, Belgique, Afrique du Sud, etc. Évidemment, c'est une grande organisation. Alors, malheureusement, la page ne s'est pas ouverte, je vais réessayer. C'est parti, encore. C'est en train de charger. Voilà, donc j'arrive. Enquête du vaccin, commencer. Nous cherchons des vaccinateurs. Gavi, l'Alliance du vaccin, aide à vacciner près de la moitié des enfants du monde contre des maladies évitables. Mais livrer les vaccins n'est pas toujours facile. Voilà. Et ensuite, c'est comme un jeu vidéo avec des maisons, etc. Alors, évidemment, la page du site présente un jeune homme et une jeune fille noire, hein, pour toucher les populations, pour se mettre à la place des personnes les plus frappées par ces mots-là. Mais en réalité, quand on voit maintenant le parcours des personnes, et c'est pourquoi je ne vais pas faire surtout de procès d'intention, mais les juger sur des actes, quand on voit les personnes qui sont derrière ces fondations, qu'est-ce qu'on voit de tout ce qu'elles ont toujours fait dans leur carrière et dans leurs entreprises? Eh bien, on s'aperçoit que cette idée de mettre fin à la pauvreté, en fait, eh bien, c'est pour créer une autre forme de misère. C'est vraiment la pauvreté qui exploite la misère, dans le sens où ça va faire perdre des choses beaucoup plus profondes à ces populations-là, et surtout ça ne va pas leur amener les véritables solutions pour les rendre autonomes de façon véritablement philanthropique. Hein. Bon, ça, j'en ai parlé dans d'autres vidéos,
sur Vandana Shiva et Bill Gates, donc je vais pas répéter ce que j'ai dit. Et ce rapport de la pauvreté et de la misère, on l'a aussi synthétisé en une formule de Camus qui dit que quand il a quitté la pauvreté algérienne pour aller vivre en France, en fait, il a découvert la misère, c'est-à-dire, c'est pas uniquement la question du soleil, mais aussi la question de l'isolement, de la misère industrielle, d'une forme d'isolement des populations. Voilà. Alors, si on prend les entreprises que je viens de citer, en fait, elle est où la réalité de leur action? Eh bien, on se rend compte que c'est une économie de la mort et de l'esclavage des populations qu'elles ont mis en place depuis des dizaines d'années. Parce que ce sont des entreprises qui sont dans le domaine de la banque, donc de l'endettement des populations, des pesticides, des OGM, des vaccins, avec leurs effets secondaires. Alors je ne remets pas en question un certain nombre de vaccins, et là il faudrait que je sois extrêmement prudent, mais du 19e siècle, mais je tiens à souligner l'importance aussi des changements dans l'hygiène, et tout ce qui est alimentation, renforcement des défenses immunitaires, hein, et alternatives. Voilà, donc là il faut y aller très doucement. Ce sont des entreprises qui s'attaquent à l'alimentation en promouvant la malbouffe, la sous-culture, la surveillance généralisée et des régimes autoritaires. Voilà, je ne fais absolument pas une caricature, mais quand on regarde quels sont les liens de ces entreprises à travers le libéralisme, à quel genre d'élus ils s'adressent, ou quels sont les moyens de manipulation, de coercition, de pots de vin qu'ils font pour arriver à leur fin, hein, et à quel point il y a des questions de santé au niveau national et international dans ce que promeuvent ces entreprises, eh bien on se rend compte que ce ne sont absolument pas des associations philanthropiques. Je vais y revenir. Je vais prendre un exemple pour illustrer cela. Je parle toujours par rapport à des faits que je connais et que j'ai vérifié, aussi bien dans le vécu que dans les sources. Eh bien, le processus qui est mis en place, c'est d'abord un processus de séduction et de promesse. Prenons le cas de la Bretagne, voilà, parce que c'est quelque chose dont beaucoup ont pu se rendre compte, mais ça touche aussi bien évidemment à d'autres régions de la France, si on va rester sur la France. Donc d'abord, on promet avec les public relations, des représentants des banques, en particulier du Crédit Agricole, la sortie de la pauvreté, de la misère, de l'arrièrement. Les années 50, les années 60. Donc on fait des prêts, des concours de tracteurs, des concours de productivité, on donne des médailles, on fait des coopératives, et peu à peu on détruit complètement le tissu agricole, hein, comme me disait un de mes beaux-frères bretons. Eh bien, voilà, au début on était 50 agriculteurs, il me disait ça, ça devait être en 2001 peut-être, ou même en 99, eh bien au début on était 49 agriculteurs, 40 agriculteurs, bref. Maintenant on est 3. Voilà. Donc ça commence par éliminer 90-95% des gens qui possèdent leur terre depuis des dizaines, des centaines d'années, la terre de leurs ancêtres, avec leurs arbres, avec leurs maisons, avec leurs familles, avec leurs bêtes, tout ça, dans le respect de toute cette chaîne naturelle. Et on les endette. Donc on les endette en leur faisant croire que donc ils vont sortir de leur misère, de leur Moyen-Âge. Et on les amène à la ruine par le système de la concurrence, par la PAC, la politique agricole commune, hein, que j'ai abondamment étudié quand j'étais en classe prépa littéraire, en Cagne pour le concours de Normal Sup,
C'était en 1988-89, et le prof, qui était prof à Sciences Po Lyon, nous disait « Depuis le début, la politique agricole commune a visé à remplacer les exploitations par des fermes-usines, voilà, avec la FNSEA et tous les lobbies. » Bon. Là donc, on ruine les paysans partout dans le monde. Et ensuite, une fois qu'ils ont tout perdu, eh bien, on va les embaucher, ceux qui ne se sont pas suicidés, qui ne se sont pas mis à boire, qui ne sont pas morts d'accident ou de mort précoce. Hein. On va les embaucher, on va leur faire la charité. Alors, on va les embaucher où ça? Eh bien, pour le Crédit Agricole, pour Cargill, pour Monsanto, pour Intermarché, pour Leclerc. Là, je vous parle vraiment de vécu. Et donc, ces personnes-là vont continuer à exploiter, à maintenir dans le mirage complet, à humilier, à enfoncer eh bien, leurs proches, leurs ancêtres, leurs descendants, hein, parce que finalement, une opportunité d'embauche, ça ne se refuse pas, même si c'est les supermarchés, les banques, les semenciers, les syndicats eh bien, qui ont ruiné votre famille et qui ont provoqué des drames familiaux multiples. Et on arrive dans un scénario qui est celui de la destruction naturelle, hein, la destruction des chemins creux, des arbres, empoisonnement des terres, eau impossible à boire. Hein. Si vous allez en Bretagne, vous voyez que tout le monde boit de l'eau en bouteille. Donc cancer, maladies, etc. Destruction économique, destruction humaine et destruction culturelle. Parce que ça, évidemment, ça va de pair, enfin, on essaie de faire en sorte que ça aille de pair avec la destruction d'une culture entamée il y a déjà assez longtemps, eh bien, c'est pas très loin, ça remonte à Louis XIV, et puis la Seconde, la Troisième République, l'interdiction, par exemple, de parler breton, voilà. Mais ça, vous le multipliez évidemment et vous l'étendez à tous les terroirs, toutes les identités du monde. En rendant évidemment interdit et tabou le mot identitaire, de la part évidemment de ceux qui ont écrasé ceux qui voudraient juste retrouver un petit peu leurs racines et faire en sorte que le monde ne soit pas juste eh bien, un seul paysage avec des folklores et des dessins animés pour le reste, ou de la publicité. Et voilà que ceux qui ont été asservis comme ça, ruinés, humiliés, suicidés, en arrivent à collaborer au système, pas uniquement à petite échelle, mais aussi à grande échelle, puisque, évidemment, on va faire, on va prendre les meilleurs de ceux qui ont accédé à l'éducation, et à travers des concours ou des quotas pour les grandes écoles, dans le journalisme, dans la politique, on va intégrer, on va donner leur chance à ces personnes-là, on va les recruter. Alors pourquoi pas contre des prêts dans les banques qui ont ruiné vos parents, vos frères, vos sœurs, vos grands-parents. Hein. Ça, c'est des systèmes plus à l'américaine, mais ça commence à arriver ici. Et du coup, eh bien, voilà, on continue et on va étendre au monde entier avec des projets comme One, ce qui s'est fait à l'échelle d'une région. Bon. Donc ça, c'est une réalité qui est très dure à admettre, mais qui est pourtant la réalité, la vérité de ce qui se passe, et de ce qui se passe depuis longtemps, à l'intérieur même des populations qui ont été victimes de cela, parce qu'il y a un déni, c'est quelque chose qui est tellement dur que eh bien, ça risque de faire péter les plombs. Donc il y a un déni, en plus ce sont des cultures souvent où c'est pas une culture de la parole et de la protestation, hein, une culture de l'humilité, souvent une humilité qui a été instillée par l'alliance, soi-disant, de la respectabilité des autorités qui étaient là de droit divin ou de droit républicain, et puis derrière la religion aussi, hein, qui soutenait cela. Et en plus, chez ces populations victimes,
eh bien il y a la perte de repères, il y a la perte de la mémoire, de l'objectivité, parce qu'en fait c'est tellement machiavélique, c'est tellement énorme ce qui nous tombe dessus qu'en fait on n'arrive plus à raisonner, hein. Perte des certitudes, perte même parfois de l'amour-propre, ce qui est complètement terrible, hein. Parce qu'on arrive à faire aimer l'oppresseur et son modèle, ou à faire se résigner, ou on se dit que tout est perdu de toute façon parce qu'il faut s'attaquer, il faut faire des procès, donc on n'y croit pas, et puis finalement on a signé, donc tout ça c'est quelque chose qui est extrêmement dur à remettre en question. Et donc il y a même le scénario où on va aimer Big Brother. Ça c'est vraiment la fin, dans 1984 de George Orwell, et bien le héros Winston Smith, eh bien, aime Big Brother, et là il y a une balle qui vient le frapper dans la nuque. Après qu'il ait été libéré finalement, parce qu'on lui a lavé le cerveau, hein, on l'a brisé, après qu'il ait été libéré de sa révolte, de son cœur, de son amour, de son bon sens contre un système totalitaire, hein, il aime Big Brother, il sent une énorme libération, et là il y a une balle qui vient le frapper dans la nuque. Bon. Donc c'est des choses qui sont vraiment terribles. Quand je vous disais que c'est des choses que je connais, bon, parce que vous avez compris que la Bretagne c'est un territoire, enfin pas un territoire, c'est un terme que je déteste, vous voyez comment la novlangue s'instille. C'est une région, c'est une terre, voilà, c'est une terre, une culture hein, qui me touche énormément, où j'ai vécu pendant plusieurs années. Mais donc je l'ai vu en Bretagne, ça, véritablement, humainement, hein, physiquement. Je l'ai vu en Inde, dans les Sundarbans, c'est-à-dire dans le delta du Gange, avec la révolution rose de la crevette, où avant il y avait des pêcheurs, et aujourd'hui il y a des femmes qui tirent des filets pour des larves de crevettes pour vendre, et pour que nous on mange des crevettes. Bon, personnellement je n'en mange pas. Pour que l'Inde puisse rembourser ses dettes qui lui ont été faites par la Banque mondiale dans les années 90, quand son ministre de l'économie, Manmohan Singh, qui a fait ses études aux États-Unis, a commencé à libéraliser l'économie américaine, pardon, libéraliser l'économie indienne. Je l'ai vu au Guatemala, dans des hautes terres, où un Français franco-guatémaltais qui était installé là depuis longtemps m'expliquait comment des gens qui avaient eu leur famille massacrée par Rios Montt, par la junte, mise en place par la CIA avec la United Fruit Company dans les années 50-60, pendant 40 ans de guerre civile au Guatemala, comment des gens de la famille avaient été massacrés contre un sac d'engrais, eh bien ils votaient pour les successeurs ou pour les marionnettes mises en place par les généraux qui avaient massacré leur famille. Voilà, le pauvre gars était devenu complètement alcoolique, évidemment. Je l'ai entendu de la bouche d'un ami qui était guide de voyage lui aussi, et qui a vécu des années en Russie, où une femme dans la Russie profonde lui expliquait que le jour le plus triste de sa vie, c'était quand Staline était mort, et pourtant son mari et ses deux fils étaient morts au goulag. Voilà. Et puis on le voit ça aussi, comment des personnes dont la famille s'est convertie, a changé de religion, ou a changé de vision du monde, a changé de credo, enfin, a adopté une idéologie, hein. Après cette stratégie du choc, où on a reprogrammé lui ou sa famille, son peuple, eh bien, le cas de Mohamed Iqbal et de Jinnah, deux des pères du Pakistan qui ont voulu la partition de l'Inde, qui étaient en fait d'anciens hindous convertis à l'islam, et qui ont été les plus fervents partisans de ce drame de la partition de l'Inde, avec la création de cet État, le Pakistan, des millions de déplacés, des millions de morts, et derrière eh bien, cet échec, ce chaos qui est le Pakistan aujourd'hui, hein, avec ses services secrets, avec l'islamisme, etc. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement dur à admettre,
mais il y a véritablement un ordre mondial qui est à l'œuvre depuis longtemps. Je vais vous montrer une revue qui est arrivée sur mon lieu de travail, une galerie café biologique équitable que je tiens à Grenoble. Voilà, et j'ai oublié de dire que voilà, depuis, ça fait longtemps que je suis engagé dans la finance éthique, dans le tourisme solidaire et dans le droit des peuples. Et j'ai aussi bossé dans l'éducation alternative après avoir démissionné de l'éducation nationale donc, en 2001. Dans des structures, j'ai travaillé et j'ai été donc on va dire, un des pionniers dans ces domaines-là en tant que fondateur ou participant à l'économie alternative. J'avais aussi monté une SCOP en 2003 à Grenoble, une SCOP innovante autour du commerce équitable. Alors, donc encore une fois, je ne dis pas ça pour me vanter, mais c'est parce que je suis seul là, et en général c'est le présentateur qui fait ça. Mais c'est important aussi qu'on sache à qui on a affaire quand on est dans un débat d'idées, surtout avec les enjeux qui sont là aujourd'hui. Et donc ce numéro de l'Express que j'avais commencé à montrer, vers un nouvel ordre mondial, il date du 28 février 1991, c'était donc au moment de la première guerre du Golfe, et un article, on est quasiment 20 ans après, de Jacques Attali, Avancé par peur. C'est au moment eh bien, de 7 au 13 mai 2009, c'est au moment du début de la pandémie de la grippe H1N1, où on voulait vacciner des dizaines de millions de personnes, pardon, des centaines de millions, puisque c'était partout, non seulement en France, mais en Europe.